Mon frère était faible, il s'est acheté un Canon R5, la caméra 8K à 6 000 € qui filme en RAW. Le problème c'est qu'il n'avait pas pensé au fait que son seul ordi pour monter ses vidéos, c'était un MacBook Pro de 2017 avec 8 Go de RAM et un Core i5 dedans. Autant vous dire que ça n'a pas tenu la route du tout. Ce qui nous amène à la vidéo d'aujourd'hui, on va lui faire un nouveau PC. Je vais vous expliquer comment j'ai choisi les composants et je vais vous montrer étape par étape comment assembler son propre PC. Accrochez vos ceintures, vous êtes sur le QG des vidéastes et on y va. Alors, je vous l'annonce tout de suite, c'est mon frère, c'est un achat d'entreprise. On a un petit peu les mêmes goûts, on aime investir dans du matériel qui dure des années, donc on n'est pas sur une build en entrée de gamme. On est sur un processeur Ryzen 9, on est sur une 6900 XT qui vient de sortir. Au total, ce PC-là, il va lui coûter un peu plus de 3 000 €. En bon grand frère que je suis, je lui ai proposé de lui assembler pour lui faire économiser quelques dizaines ou centaines d'euros. Mais voilà, ça reste quand même un gros investissement. Mais son idée, c'était de mettre la somme qu'il fallait pour avoir dès le début un PC pour son entreprise qui soit performant et qui durera des années avant d'avoir à changer quoi que ce soit. Et il a vraiment pas fait les choses à moitié parce qu'on lui a choisi un boîtier de malade de chez Lianli qui est assez stylé. Il y a plein de place pour plein de matériel et de disques durs à l'intérieur. Il s'ouvre sans vis. C'est vraiment très bien fait et j'ai hâte de vous montrer comment ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble étape par étape comment assembler ce PC. On va lui installer Windows et puis après on ira tester ce que ça donne pour monter de la 4K, de la 12K et de la 8K en RAW. La première étape, c'est qu'on va commencer par mettre le processeur et la RAM sur la carte mère. Cette carte mère, elle est un peu random. Elle fait même pas Wi-Fi. D'ailleurs, j'ai dû acheter une carte Wi-Fi séparée. Le seul truc que je sais, c'est que c'est un missile et que vous pouvez y mettre beaucoup de disques durs dessus et c'est ça qui comptait pour mon frère. En plus, elle est compatible avec cette génération 3 de processeurs AMD. Et voilà, on n'est vraiment pas sur un truc fantasy. Elle s'allumera pas de toutes les couleurs, elle brillera pas de mille feux, mais on est sur un truc performant et qui conviendra à son besoin. On va pas mettre la carte mère dans le boîtier, on va juste venir la poser sur sa boîte. Ça va permettre, comme c'est du carton, de l'isoler électriquement de tout le reste, de pouvoir installer le processeur proprement, la RAM proprement et de voir déjà si elle démarre avant de la mettre dans le boîtier. Comme ça, on n'aura pas à tout redémonter si jamais on a un problème. Mais avant de manipuler de l'électronique, je vous recommande vivement d'aller toucher la broche de terre d'une de vos prises électriques pour vous décharger électriquement et ne pas risquer de faire un choc électrostatique sur les composants qui pourrait les endommager. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans des sacs en plastique, c'est pour éviter les décharges électriques pendant le transport ou la manipulation. Pour le processeur, on est parti sur un AMD Ryzen 9 3900X. C'est un processeur qui n'est pas donné, il est dans les 500-560 €. Mais c'est un processeur qui est très performant, qui a 12 cœurs et 24 threads et on est parti sur ça plutôt que sur un processeur Intel justement parce que quand on fait du montage vidéo, c'est pas très important d'avoir des cœurs rapides, mais c'est important d'en avoir beaucoup. Et du coup, pour ce prix-là, c'est un des processeurs qui fournit le plus de cœurs et de threads et donc c'était le choix un petit peu évident. D'autant que son budget le permettait, donc la question se posait pas trop. Vous pouvez voir qu'au dos du processeur, on a des broches. Et on a les connecteurs ici. D'ailleurs, faites très attention de ne pas faire tomber le processeur. Sur un processeur Intel, c'est l'inverse. On a les broches sur la carte mère et les contacts sur le processeur. Donc faites très attention avec un processeur AMD de ne pas le faire tomber parce que si jamais vous pliez une de ces broches, ça peut être très pénible de la déplier, voire impossible et vous risquez de casser le processeur. Donc on va éviter. Pour l'installer, je retire le bras de verrou. On voit sur le processeur un petit point doré qu'on retrouve aussi également là, un petit triangle et ça nous donne l'orientation dans laquelle installer le processeur. Et une fois que c'est fait, je viens repositionner le bras, le processeur est installé, ça ne bougera plus. L'autre avantage des processeurs AMD, c'est que vous n'avez pas à vous embêter à choisir un refroidisseur. Il est fourni directement avec et inclus dans le prix, contrairement aux processeurs Intel qui sont fournis sans ventilateur. Alors pour les processeurs AMD, si jamais vous faites de l'overclocking, c'est-à-dire si vous le boostez un petit peu par rapport à sa vitesse d'usine, il faudra acheter un autre ventilateur. Mais si, comme là c'est le cas, vous avez seulement l'intention de l'utiliser comme il est fait pour être utilisé et de ne pas abuser de ses performances, le radiateur qui est fourni avec est parfait et complètement adapté à son dégagement de chaleur. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il est directement fourni avec de la pâte thermique en dessous. Et ça, c'est génial parce que du coup, il n'y a plus qu'à le poser, le sceller et c'est terminé. Pour le radiateur, on a des clips ici, des clips sur la carte mère. On va venir le poser et clipser des deux côtés. C'est fait et si jamais après vous devez l'enlever, on a un petit levier là. On vérifie que le contact est bien homogène sur toute la surface du processeur et normalement on est bon. On a ce petit câble à venir brancher sur le port ventilateur CPU sur la carte mère et la première étape est terminée. Dans la boîte du processeur, on a également un câble RGB qui va permettre de contrôler la couleur de laquelle s'allume le ventilateur. C'est un petit peu bling bling mais on aime bien. Et pour l'instant, je vais laisser ce câble là ballant parce que je ne sais pas encore sur quel connecteur on va le brancher. Ça va dépendre de la manière dont on passe les câbles dans le boîtier. Le processeur, on est bon. La deuxième étape, c'est d'aller installer la RAM. Pour la RAM, on n'a pas fait de grosse fantaisie non plus. On est parti sur 32 Go, sur deux sticks de 16 Go donc. Et comme sur la carte mère, on en a 4, ça permettra, alors 32 c'est largement suffisant,
Mais si jamais un jour il décide d'en rajouter, il aura encore 2 slots de disponibles, il pourra passer à 64 Go sans effort. La fréquence est de 3200 MHz, c'est la fréquence maximale à laquelle le processeur est capable de tourner. Pour installer la RAM, je vous recommande vivement de lire les instructions du manuel de votre carte mère puisque chacune a ses spécificités. Mais de manière générale, quand vous avez 2 sticks de mémoire, c'est pas symétrique. Il faut regarder où se trouve l'encoche et où elle est sur votre carte mère. Donc ici c'est là. Et pour installer la mémoire, on ouvre les verrous, on positionne le slot, donc là le premier stick dans le slot le plus éloigné du processeur. Le deuxième stick dans le 3e slot en partant du bord. Vous entendez les clips fermes, les verrous se sont redressés, la RAM est installée, on a le processeur et les 32 Go de RAM. Et ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo, c'est qu'au-delà du fait que c'est ultra satisfaisant et économique d'assembler soi-même son propre PC, vous pouvez voir que jusqu'à présent en tout cas, c'est pas compliqué du tout, c'est à la portée d'un petit peu tout le monde. Et même si les constructeurs tendent à essayer de nous faire penser le contraire, j'aime bien casser ce mythe et montrer que c'est pas forcément quelque chose de compliqué et que si jamais on est prêt à y passer une petite après-midi, on peut se retrouver avec une machine performante qu'on s'est construit soi-même avec les composants de notre choix et qui va du coup être faite sur mesure pour nous. On va, comme je vous l'ai dit maintenant, tester cette carte mère avec le processeur. Pour ça, on va aller chercher l'alimentation. Et donc en l'occurrence, on est parti sur une alimentation de 850 watts qui est classée 80 plus Gold. Et ce classement, il est plus ou moins important, c'est-à-dire que vous avez bronze, argent, or, platine et il y a peut-être diamant aussi. Et ça représente l'efficacité énergétique de l'alimentation. Donc Gold, c'est pas trop mal, mais déjà si vous prenez Silver, c'est déjà très bien. Et concernant le wattage, là on est sur 850 watts parce que c'est ce qui était recommandé par le constructeur de la carte graphique. Mais vous avez un outil que je vous mettrai en description de la vidéo sur lequel vous saisissez tous les composants que vous avez choisis pour votre PC et qui vous suggère une puissance d'alimentation à choisir. Voilà l'alimentation, avec à l'arrière le port pour le brancher sur le secteur et à l'avant les différents ports que vous allez raccorder à votre carte mère, à vos disques durs et à vos autres accessoires. Tous les câbles sont déjà fournis et en l'occurrence pour notre test on va installer le port ATX 24 broches qui alimente toute la carte mère et le câble 8 broches qui est destiné à votre processeur. Je branche l'alimentation. Alors sur certaines cartes mères, on a directement un bouton pour l'allumer sans avoir un bouton sur le boîtier. C'est pas le cas sur celle-là, donc j'ai consulté le manuel et j'ai repéré où sont les contacts qui permettront au bouton d'allumer l'ordinateur. Donc j'allume mon alimentation, je viens faire le contact avec mon tournevis. Et on a un PC qui démarre, qui tourne, la RAM s'allume, le processeur est démarré. Et notre indicateur LED est passé de CPU à VGA, qui nous indique que la carte mère ne détecte pas encore de carte graphique. Et ça, c'est tout à fait normal puisqu'on ne l'a pas encore installé. Le PC fonctionne, je peux éteindre l'alimentation, on va tout débrancher et on va passer à la suite de la build. Ce que je vous propose avant qu'on mette la carte mère dans le boîtier, c'est d'installer le disque dur parce que ce disque-là, c'est un disque sous forme de barrette qui se monte directement sur la carte mère. Et pourquoi je suis parti sur cette forme-là plutôt que sur un disque dur classique ? C'est qu'en passant par un port SATA, on est limité à 6 gigabits par seconde. Ça représente 700 mégaoctets. C'est déjà pas mal du tout. Par contre, pour des fichiers RAW qui sont déjà, eux, à 500 mégaoctets par seconde, on va être très limite et on va être à la limite en constamment du disque dur et ça, c'est pas très bon. Alors que sur un disque dur en M2 comme celui-là, de bonne qualité, je crois qu'on est sur un débit à 3,5 gigabits par seconde, donc ça fait à peu près 28 gigaoctets par seconde de capacité de lecture. Et donc, c'est bien, c'est qu'il va pouvoir se faire plusieurs pistes en RAW sans avoir une timeline qui rame à cause des temps de lecture des fichiers. On est parti sur une capacité d'1 Tera et je pense que c'est pas mal si votre budget le permet parce qu'au-delà du fait que ça vous permettra de stocker plus de fichiers, les SSD ont une durée de vie qui est limitée même si elle est importante. Il y a des cellules qui vont mourir à un moment et à terme sa capacité va se dégrader un petit peu et si vous avez plus que ce dont vous avez besoin, même si la capacité totale se dégrade, vous aurez toujours assez pour votre usage. Pour l'installer, là non plus c'est pas bien compliqué. On va venir dévisser le dissipateur thermique et d'ailleurs c'est génial qu'ils en aient inclus un avec la carte mère parce que les SSD c'est des disques qui chauffent beaucoup et c'est très important de bien dissiper la chaleur qu'ils émettent. On va venir positionner en respectant l'orientation de l'encoche le disque dur dans son socket. On a les petites vis pour le sceller qui sont fournies avec la carte mère. On prend le dissipateur thermique et on décolle la bande protectrice du pad qui est fournie avec et on revient l'installer au contact du disque dur. Et voilà, un SSD bien installé et bien refroidi. Il va nous rester à installer la carte graphique et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans le boîtier et ça nous permettra de bien positionner la carte graphique, de l'accrocher parce que c'est une carte en plus qui est très lourde et qui peut abîmer la carte mère si elle n'est pas bien soutenue. C'est la suite logique des choses. Ce qui nous amène à cet énorme bébé. C'est un boîtier de chez Lianli et si jamais vous avez déjà assemblé des PC, je ne suis plus à l'écran.
Vous savez que c'est un excellent constructeur qui fait des boîtiers ultra modulaires. D'ailleurs, moi, c'est ceux que j'utilise pour mon propre ordinateur. J'avais jamais travaillé avec ce boîtier-là, mais il y a des choses que j'adore dans la praticité, notamment le fait que pour l'ouvrir, on n'a aucune vis à désassembler. C'est propre, on a des charnières, on n'a pas à poser la vitre quelque part et se soucier d'avoir à la casser ou pas. Tout est pensé pour un truc optimal. On a déjà 3 ventilateurs qui sont installés à l'intérieur et ça devrait être un jeu d'enfant de travailler avec ce boîtier. On va l'allonger pour installer la carte mère. Vous voyez qu'on a 9 points pour venir y positionner les vis. Elle est alignée. On a les 9 trous en face des 9 points. On va tout de suite enchaîner avec l'installation de l'alimentation qui se fait par là-dessous. Je vais ajouter directement le connecteur de la carte graphique et le connecteur pour les ventilateurs et ça me permettra de ne pas avoir à retourner passer des câbles en dessous une fois que j'aurai installé la lime. Ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Un connecteur SATA pour les ventilateurs et un double connecteur VGA pour la carte graphique. Et là, messieurs, dames, on arrive au clou du spectacle, le pourquoi du comment. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas monter de la vidéo en 8K en RAW sur un MacBook? Regardez-moi la taille de cette carte graphique, elle est énorme. Et d'ailleurs, elle coûte à elle seule aussi cher qu'un MacBook Pro dans les prix actuels du marché avec la pénurie de cartes graphes. Et plus sérieusement, aussi vrai que Apple et moi, c'est une longue histoire d'amour. Force m'est de reconnaître qu'à budget égal, on arrive à avoir beaucoup plus de performance sur un PC, justement parce qu'on peut choisir des cartes graphiques et des processeurs qui sont plus adaptés à nos besoins et pour lesquels on ne paye pas une taxe dédiée à Apple, qui sont mieux refroidis et c'est aujourd'hui quand même un des gros avantages qui font qu'objectivement on a plus de raisons d'acheter un PC pour faire son montage vidéo qu'acheter un Mac. Pourtant, j'ai moi aussi des Macs. J'utilise encore mon Mac Pro 2013 qu'on appelle le poubelle de table pour différents usages, mais c'est vrai que dès que je dois faire du montage vidéo, je passe sur PC et la différence est juste flagrante. Donc c'est une 6900 XT. Elle est un petit peu moins puissante que sa concurrence de chez Nvidia pour tout ce qui est gaming. Par contre, pour tout ce qui est productivité et montage vidéo, on est clairement au-dessus parce qu'on a plus d'unités de calcul à l'intérieur et on a 16 Go de mémoire vidéo et ça, c'est idéal quand on fait du montage. Le seul problème avec les cartes graphiques, c'est qu'on est en pénurie, donc les prix flambent et cette carte qui devrait normalement être à 1000 ou 1200 euros, on l'a payé 1600 euros, donc c'est à peu près la moitié du prix du PC. Mais bon, c'est les prix du marché, ça correspond à son besoin en termes de performance et c'était aussi un petit peu la seule qui était disponible au moment où on a passé commande et on a surveillé pendant une semaine avant de la trouver. Donc on s'est jeté dessus quand elle est apparue. Merci les mineurs de crypto-monnaie, merci les personnes qui achètent pour revendre plus cher après sur eBay. Bref, on a une autre carte, on va pouvoir l'installer. Et d'ailleurs, le fait de découvrir ces ventilateurs, ça me fait penser à une des raisons pour lesquelles en général les graphismes sont moins poussés sur un Mac. Concrètement, sur cette carte graphique, seule la couche inférieure sert à faire les calculs. Tout ce qui est au-dessus et ces ventilateurs-là est dédié au refroidissement. Et à la différence d'un Mac sur PC, on cherche pas trop à faire des économies en volume. Donc les composants, on a plus de place pour des radiateurs, ils sont souvent mieux refroidis. Et à composants égaux, on a souvent une meilleure performance brute sur un PC puisqu'on n'est pas limité par la surchauffe des composants. Et du coup, ça se passe en façade cette fois-ci. On va venir dévisser les capots de protection et on a le connecteur qui se trouve ici. On a juste à venir ficher la carte graphique dedans. La carte graphique est installée, elle bouge plus. On va en profiter pour installer la carte Wi-Fi qui va sur le même slot que celui de la carte graphe, mais un petit peu plus bas. La carte Wi-Fi en place. Quand on aura terminé de monter le boîtier, on n'aura plus qu'à mettre les deux antennes à l'arrière et ça nous fera une couverture parfaite à la maison. La carte mère, c'est bon. Le processeur, c'est bon. La RAM, c'est bon. La carte graphique, c'est bon. L'alimentation est installée, mais pas encore connectée. Il ne reste plus qu'à positionner les ventilateurs et puis après on s'occupera de faire le passage des câbles pour que ce soit propre et bien optimisé. Pour les ventilateurs, je vous disais, on en a déjà 3 qui sont fournis avec le boîtier. On a pris 3 ventilateurs en 120 mm de chez Corsair. J'en avais un en rab au cas où qui nous servira, mais à mon avis, les 3 seront largement suffisants. Et alors il faut faire attention parce que l'orientation des ventilateurs, elle est importante. Dans un boîtier d'ordinateur, en général, on va aspirer l'air frais par l'avant du boîtier. Les composants, donc la carte mère, le processeur, la carte graphique, l'alimentation vont dégager de la chaleur qui va remonter naturellement dans le boîtier. Et on aura un ventilateur à l'arrière et 2 sur le dessus qui vont éjecter cette chaleur à l'extérieur du boîtier. Les 3 ventilateurs qui sont à l'avant du boîtier sont déjà positionnés dans le sens entrant. On va aller mettre les 3 qui sortent l'air. Si vous avez déjà fait du drone, c'est exactement de la même manière que ça fonctionne. L'hélice tourne dans ce sens-là. On a le bord d'attaque des pales qui est là, ça va attaquer l'air, le faire passer ici et le pousser à l'intérieur du boîtier. S'il est à l'avant, on le met comme ça, s'il est en haut, on le met comme ça ça fait rentrer l'air et sortir l'air. Monter un PC, c'est idéal pour faire des poses élégantes. Et ben, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que tout est installé dans le boîtier. Il ne va plus nous rester qu'à passer les câbles et puis après on pourra allumer l'ordi et installer Windows. Donc on va commencer par les câbles d'alimentation qui pendent pour l'instant à l'arrière et qu'on va passer par les différents trous qui sont prévus à cet effet. Sur chacun des ventilateurs de chez Corsair, on a 2 câbles
On en a un qui part sur la carte mère, ça va permettre de régler la vitesse de rotation des ventilos. Et on a un deuxième câble qui part dans ce petit hub qui est fourni avec. On peut en mettre jusque 6 dessus, ça part sur la carte mère également et ça permet de contrôler l'éclairage des ventilateurs. Donc un cordon pour la carte mère pour la vitesse, un cordon pour le hub pour la couleur. Donc je vais positionner ce hub à l'arrière du boîtier. Hop. Et donc maintenant qu'on a connecté les ventilateurs pour la couleur, on va prendre chaque câble de ventilo et aller le brancher à l'avant sur les ports fans de la carte mère que j'ai repéré dans le manuel explicatif de la carte. On a à chaque fois 6 fans, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais pouvoir aller connecter mes 6 ventilos sans problème. Et c'est l'heure de la dernière étape puisqu'il ne nous reste plus qu'à connecter les différents connecteurs USB de la carte Wi-Fi, des ventilateurs, le RGB du ventilateur processeur, le RGB du boîtier, les ports USB et audio de la façade, le bouton d'alimentation du PC. Tout ça, c'est des choses que vous retrouvez également dans le manuel du boîtier, du processeur, de la carte mère. C'est assez simple, il suffit de suivre les bons connecteurs au bon endroit. Et une fois qu'on aura terminé ça, on pourra allumer la bête normalement. C'est marrant parce que je me dis qu'en me voyant faire ça, on doit se dire que c'est quand même assez facile. C'est pas facile, il faut prendre son temps et ça s'apprend au fil du temps. Mais si vous voyez mon ordi et la galère que ça a été de l'assembler, en plus on a voulu le refroidir au liquide, ce qui n'apporte pas grand chose et excessivement compliqué. Donc là c'est clair que quand on se retrouve sur un truc ultra standard avec un grand boîtier et plein d'espace à l'intérieur, ça fait beaucoup de bien et je peux vous garantir que c'est beaucoup plus facile de gérer le montage d'un PC quand on n'a pas à gérer des problèmes d'espace et des problèmes de fuite d'eau. Ça m'a l'air de marcher tout ça. Tous les ventilateurs tournent, c'est déjà super bon signe. Sous la carte graphe, à l'avant, en haut sur le processeur. La RAM s'allume, j'ai pas de message d'erreur sur les LED. Du coup, le PC a bien démarré. Je l'ai connecté en HDMI à ma télé avec un clavier sans fil. On voit dans le BIOS que le processeur est bien détecté. Les 32 Go de RAM, notre disque dur de 1 Tera qui est bien détecté. Le seul truc que je vois, c'est que la RAM est à 2133 MHz alors qu'elle est censée être à 3200, donc on va augmenter ça tout de suite. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez voir dans le manuel de votre carte mère ou de votre BIOS. J'ai fini de configurer la RAM sur sa bonne fréquence à 3200 MHz. Il me reste plus qu'à installer Windows. Je vous dis à dans quelques minutes quand ce sera terminé et que j'aurai mis tous les drivers. On va enfin pouvoir ce que ça donne en live, les performances d'un PC à 3000 € en 2021. Et voilà, c'est l'heure de vérité, j'ai fini d'installer Windows. D'ailleurs, je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo un lien vers lequel vous pouvez acheter les clés Windows, puisque maintenant c'est beaucoup moins cher qu'à une époque. On est à du style 15 € pour Windows Pro, donc ça vaut plus trop le coup de se faire chier à hacker et risquer de choper des virus derrière. J'ai installé Windows, j'ai mis les drivers, j'ai mis DaVinci Resolve. Pour l'instant, ça carbure de ouf et on a là des fichiers en Blackmagic Raw 4.6K et surtout des fichiers en Canon RAW 8K. Et on va commencer directement avec le plus gros, le Canon RAW, 24 images secondes en playback. On peut le voir en haut de l'écran, je n'ai aucune interruption. Et si je change d'endroit, pareil, ça démarre tout de suite à 24 images secondes. On va même tenter le diable, c'est que je vais couper et faire une piste avec les deux avec le même fichier lu en même temps 2 fois. Et on est toujours à 24 images secondes en lecture en constant. La dernière chose que je voulais essayer, c'était de faire un petit peu d'étalonnage sur le plan pour voir ce que ça donne. Et donc sur ce nouveau plan, je rajoute un LUT et je retouche encore un peu le contraste, la saturation. Je retourne dans mon onglet principal, lecture, et je suis toujours en 24 images par seconde en lecture en constant. Donc autant vous dire qu'on est passé d'une machine pour mon frère qui n'était pas capable du tout de lire un simple fichier Canon en 8K. Et là, on est capable de lire 3 fichiers en RAW étalonnés en parallèle et on n'a aucun ralentissement. Donc j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça va super bien se passer pour lui. On arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et j'espère avoir réussi à vous montrer que quel que soit votre budget, il est possible de se construire une machine qui est performante et adaptée au montage vidéo. Encore une fois, là, on est parti sur une machine qui est très haut de gamme avec des composants très puissants, mais je suis sûr que même avec un budget beaucoup plus faible, on est tout à fait capable de monter de la 4K, de la 8K sans avoir à casser le PEL et malgré la flambée des prix des cartes graphiques. Et c'est ça qui est génial, je trouve. Et du coup, après vous avoir un petit peu inspiré, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée et à vous dire à la prochaine.